Tout d'abord, je voudrais remercier Anaïs Belchin qui m'a demandé de venir et qui a su développer des arguments très convaincants parce que l'expérience que je vais rapporter s'est passée en 2011. Euh, je terminais une série de cycles de formation à l'IAE de Lille avec aussi des formations à l'économie territoriale à Paris en Sorbonne. Et pour moi, les choses étaient un petit peu vues et à regarder avec une certaine distance, donc il fallait se rafraîchir. Donc j'ai regardé ce qui avait été fait, et notamment à partir d'un travail que le MED, le ministère de l'économie et du développement durable, nous avait demandé de faire au niveau de l'IAE de Lille en 2010-2011. Et je m'appuyais aussi sur les 20 années d'expérience territoriale avec une cinquantaine de projets de territoire. Donc je vais peut-être juste vous proposer des choses les plus factuelles et les plus modestes et simples possibles. Et je vous fais confiance pour complexifier les remarques et analyses que nous pourrons faire. Le travail qui a été conduit par le MED à l'époque et qui a duré une petite année avait globalement un double objectif qui était de contribuer à bâtir une méthode d'évaluation et un guide d'évaluation pour ceux qui étaient impliqués dans la gestion des grands sites ou des sites d'exception. Les grands sites, c'est une cinquantaine de sites qui sont générés par une politique publique, décidée par un certain nombre de labellisations au niveau du ministère de l'Environnement, et des pôles mondiaux. Ils sont entre 80 et 100 pôles mondiaux répartis sur le territoire français. Nous avons travaillé sur quatre sites. Voilà, pardon. Nous avons travaillé sur 4 sites. Le site du Marais-Poitevin, le site du Val-de-Loire, le site de Saint-Émilion et le site des Deux Caps en Nord-Pas-de-Calais. Pour le propos d'aujourd'hui, on mettra la focale sur 2 sites, c'est-à-dire Saint-Émilion et le Pas-de-Calais. Le travail qui a été fait pour les Deux Caps, Cap Grinet, Cap Blanc-Nez, sur la côte d'Opale. Et nous allons regarder la dimension économique qui a pu être observée, c'est-à-dire en termes d'activité et d'emploi, comment le site d'un Saint-Émilion permettait d'observer un certain nombre d'éléments liés à l'activité et l'emploi, mais plus globalement de voir comment ces questions économiques étaient à replacer dans un environnement plus global, qui pose les questions de l'équipement, qui pose les questions du transport, qui pose les questions du logement. Et donc, l'approche était à la fois centrée sur l'économique, mais avec toutes les dimensions territoriales, qui fait que les questions d'aménagement, d'environnement, de logement, de tourisme, de culture sont aussi à prendre en considération dans ces questions-là. Dans la deuxième partie de mon propos, je mettrai la focale sur le site des Deux Caps dans ses dimensions environnementales, sociales et proprement territoriales, c'est-à-dire notamment en termes d'acteurs et d'institutions locales impliquées. Acteurs qui sont institutionnels avec les collectivités, mais aussi les associations et initiatives citoyennes aussi, puisque nous verrons très concrètement, tant sur la pratique touristique que sur les questions d'insertion, les questions d'implication citoyenne étaient tout à fait à prendre en considération. Au niveau de l'observation de le site de Saint-Émilion, une petite remarque préalable, on va donc s'appuyer sur quelque chose qui est labellisé comme étant la Guilde de Saint-Émilion. Et la Guilde de Saint-Émilion, c'est quelque chose qui est issu à partir de juillet 1199 par un dénommé roi Jean d'Angleterre, fils de Éléonore d'Aquitaine, et qui va donc, pour le paysage de Saint-Émilion, pour la production de Saint-Émilion, à la fois avoir des indicateurs de qualité de la production du vin, mais aussi de l'environnement, des conditions de production de son vin, et qui, de fait, intègre une dimension paysagère. Ça vaut le coup d'aller se balader
sur ces données. Je n'ai pas le temps de le faire maintenant, mais je pense que dans sa dimension historique et dans la manière dont les choses ont pu être reprises, parce qu'en fait, c'est en 1948 que ça devient une politique publique, c'est-à-dire que la filière viticole, qui est extrêmement organisée sur le Bordelais, va reprendre cette labellisation de la Guilde de Saint-Émilion pour favoriser une action collective dans laquelle il y aura des enjeux économiques et de productivité tout à fait conséquents, mais aussi une dimension, on va dire, territoriale ou citoyenne, même si à l'époque, ce n'étaient pas forcément les formulations qui étaient retenues. Si on prend le site de Saint-Émilion, on a donc une population qui globalement reste stable, et notamment dans les villages de Saint-Émilion, 5500 habitants, une population plus âgée que la moyenne, et qui, en fait, va fonctionner de manière active et dynamique quand on est dans la filière viticole, et qui est dans une logique plutôt résidentielle d'habiter le territoire du Saint-Émilionnais pour le reste de la population. La population active, c'est aussi une population à dominante agricole, bien évidemment, 51%, des services liés aux activités touristiques, c'est-à-dire l'hôtellerie, mais aussi la restauration, bien évidemment, et puis une activité présentielle sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Globalement, on est quand même sur une situation assez particulière, puisque du point de vue du revenu, on a à l'époque, et nos mesures remontent à 2010-2011, on est sur un revenu médian de 19 100 euros, c'est-à-dire un peu plus élevé que la moyenne régionale, mais qui montre bien que la puissance mondiale de la viticulture de Saint-Émilion n'a pas d'effet de diffusion simple et significative en termes de revenus. Le flux, pour reprendre une expression qui a été évoquée tout à l'heure, ne se prononce pas de manière aussi évidente. Alors, c'est surtout sur la dimension gouvernance que je veux attirer votre attention dans un premier temps, c'est-à-dire qu'en fait, le Saint-Émilionnais proprement dit, c'est-à-dire la partie au supérieur du graphique, c'est la guilde, mais pour gérer ce territoire, pour gérer la population, on a donc un deuxième niveau d'intercommunalité qui fait que la maille territoriale, le périmètre d'intégration de ces données ne pourra pas se faire uniquement sur la maille territoriale, qui pose le problème des indicateurs et de l'évaluation des grands sites, sur le fait qu'on peut regarder les choses sur le grand site avec sa labellisation, puisque chaque fois, un grand site doit préparer tous les 4 à 5 ans un dossier qu'il doit renouveler, et donc de mesurer quelles sont les populations concernées et quels vont être les effets sur les populations concernées. Première remarque pratique, effectivement, c'est non seulement sur la guilde de Saint-Émilion et le syndicat intercommunal de Saint-Émilion, mais c'est aussi sur l'autre syndicat du Saint-Émilionnais élargi que les choses vont s'expliquer. Du point de vue des retombées économiques, nous sommes quand même sur une situation un peu particulière. Nous sommes sur un pôle mondial UNESCO. La différence entre le pôle mondial UNESCO et les grands sites de France, c'est que Grands Sites de France, c'est une politique publique avec de l'argent public au niveau national, mais sensiblement aussi au niveau départemental et pour partie régionale, alors que quand on est sur le label pôle mondial, il n'y a pas de fonds publics qui sont impliqués. Donc il faut que les ressources locales s'autonomisent pour aller chercher des moyens pour permettre effectivement une politique de conduite, d'animation et de valorisation du pôle mondial. Cette nuance sur le financement des actions, bien sûr, sera un nerf de la guerre pour regarder la manière dont peuvent fonctionner les acteurs, les groupes d'acteurs, les fédérations d'acteurs au niveau local, que ce soit au premier niveau du périmètre ou dans les périmètres associés. Le pôle mondial, c'est quand même 21 monuments classés, c'est-à-dire que la dimension paysagère est prise en compte dès 1198, mais surtout restructurée en 1948. Et donc, effectivement, il y a là, tant du point de vue du patrimoine local que de l'écologie des paysages, des éléments de structuration qui sont tout à fait conséquents. Nous avons une fréquentation qui est assez conséquente, 800 000 visiteurs, 800 000 à 1 million de visiteurs,
Ces chiffres sont ceux de 2011-2012. Comme je l'ai dit, Anaïs, je n'avais pas le temps et je ne souhaitais finalement pas actualiser l'étude, mais j'ai quand même été regarder un tout petit peu. Ça varie autour de 20 à 50 000 dans les deux cas que je vais présenter. Donc en gros, la dynamique touristique, d'une certaine manière, a été maintenue, ce qui, du point de vue territorial et de la préservation des sites, est plutôt peut-être une bonne chose. Mais en tout cas, voilà les ordres de grandeur. On a 1 million de visiteurs. Le problème, c'est que les 1 million de visiteurs vont sur les communes du Saint-Émilionnais, sur les communes de la Guilde. Et donc, on a bien sûr une forte concentration autour de la carte postale de Saint-Émilion. Je suppose que plusieurs d'entre vous y sont déjà passés. C'est vrai que le côté village-musée est assez impressionnant. La question qu'on va regarder derrière, c'est effectivement comment ces choses-là génèrent des flux et des activités et de l'emploi au niveau du site. On va donc utiliser une méthode à la fois qui permettra, dans le guide qu'on va construire, de regarder les effets directs qui sont toujours modestes et les effets indirects. Les effets directs, c'est les structures qui sont liées à la gestion du site. Donc c'est souvent une association ou une structure intercommunale. Donc en termes d'emploi, c'est tout à fait marginal ou anecdotique. On est sur 2 équivalents temps plein. Vous voyez qu'en termes d'emploi, l'effet direct d'un pôle mondial est d'une extrême modestie. Mais quand on regarde l'ensemble des effets au niveau artisanal, sur le premier périmètre, on a quand même une certaine équivalence temps plein avec l'artisanat et surtout, bien sûr, le maintien et le développement de l'économie agricole. C'est un enjeu qui suppose le respect des normes de qualité de la production du Saint-Émilion et des vins de Saint-Émilion qui sont divers et bien sûr l'effet proprement lié à ce label sont d'une modestie tout à fait absolue. C'est pour ça que nous regardons, je dirais, les choses en termes indirects, et c'est là où le propos peut venir faire écho à des choses qui ont été présentées, je dirais, grâce notamment aux éléments de structuration de l'économie territoriale avec des gens avec lesquels j'ai eu l'occasion de pouvoir travailler il y a quelques dizaines d'années, que ce soit Bernard Pecker, Pierre Vels ou quelques autres, Claude Courlet, et donc qui ont permis effectivement, à partir de l'exemple italien des districts industriels, de bâtir les SPL, les systèmes productifs locaux, mais qui nous montrent que cette dynamique, elle n'est pas uniquement économique, il y a une dimension aménagement du territoire, et les questions du paysage sont sensiblement liées aux questions d'aménagement, et on le verra tout particulièrement sur le grand site des Deux Caps, mais évidemment, l'impact économique majeur, c'est celui lié au tourisme, qui est à la fois, comment dire, une ressource locale, au sens propre, tout à fait conséquente, qui vient de l'extérieur et du flux, mais qui est le nerf de la guerre, avec une dimension de culture de l'économie touristique qui comporte des risques et des habitudes dans lesquelles un marketing territorial extrêmement appuyé, avec des logiques concurrentielles interterritoriales extrêmement fortes, peuvent ne pas spontanément favoriser de la dynamique locale. Donc l'interaction au niveau du tourisme va permettre de montrer quand même que là, on est sur 20 équivalents temps plein au niveau de l'aménagement, 775 équivalents temps plein au niveau de l'économie liée au tourisme et des autres impacts, notamment résidentiels, sur lesquels je reviendrai un peu, de 83. C'est donc sur ce périmètre-là, que ce soit le périmètre initial autour de la Guilde de Saint-Émilion ou du Grand Saint-Émilionnais, on est sur en gros 900 emplois. Donc, il y a une dynamique économique liée aux activités et à l'emploi sur le label, mais bien évidemment, on va en mesurer les limites et tenter de regarder les choses. En parallèle, et notamment parce qu'à l'époque, quand je suis amené dans l'équipe, nous étions 4 économistes intervenants, un collègue qui était plutôt spécialisé sur les questions d'environnement, un autre sur le social, et tous ensemble, nous partagions le souci de l'économie territoriale. L'INSEE avait bâti et continue de bâtir ce qu'on appelle les notions d'emploi présentiel et des emplois, des emplois non présentiels.
Nous regardons sur les 4 sites l'emploi présentiel, c'est-à-dire l'emploi qui est directement lié à l'exploitation des ressources locales. On est sur des dynamiques qui sont assez conséquentes. L'emploi non présentiel, c'est-à-dire lié à l'arrivée de touristes et de marchandises, s'accroît sensiblement sur les 4 sites. Ça veut dire qu'effectivement, pour le territoire local, on ne peut pas raisonner uniquement de manière autarcique. On est forcément en lien avec les autres pôles régionaux, évidemment avec Bordeaux et le Bordelais, mais aussi avec toutes les logiques de l'organisation de l'économie touristique régionale qui permet de favoriser les flux. Nous avons tenté donc, à partir de cette première série d'observations, de voir quelles étaient les interactions, dans quelle mesure il y avait dynamique. Eh bien, on a constaté que la question des transports était un élément clé, parce que d'une part, sans des transports adaptés, on était sur des focalisations de transport entre la métropole bordelaise et le village de Saint-Émilion, et donc les autres communes du Saint-Émilionnais et les autres communes de l'ensemble territorial étaient sous-alimentées en transport. La question des voies routières et des autoroutes était bien évidemment tout à fait déterminante, mais que ça permettait aussi de traiter les questions de l'emploi. Or, la question de la mobilité, la question du temps de transport et du temps de trajet pour les gens qui étaient en activité de production liée à la viticulture sur le Saint-Émilionnais avait un temps de transport tout à fait conséquent, et bien évidemment l'économie des transports jouait un rôle. Donc est-ce que, oui ou non, les transports permettaient de favoriser la mobilité? Dans une première série de périodes, c'est clair que c'était les choix routiers, autoroutiers qui ont été déterminants du point de vue des politiques publiques, mais aussi du point de vue des investisseurs privés. La mise en place de transports en commun et de systèmes de transport qui puissent permettre d'améliorer la mobilité domicile-travail a été tout à fait prise en considération. Bien évidemment, la population s'est mise à pouvoir fonctionner de manière plus dynamique, mais avec un problème, et je vais résumer en 2 ou 3 modestes phrases l'ensemble de ce diagramme qui pourrait permettre une discussion plus approfondie, et nous y reviendrons si besoin, c'est la question du logement. C'est-à-dire que globalement, nous sommes sur un territoire où à la fois la dynamique économique viticole est extrêmement puissante sur le Saint-Émilionnais, mais la population et les conditions d'habitat de la population sont extrêmement restreintes, limitées, difficiles. Trouver un logement, et qui plus est un logement en locatif, est quasi mission impossible sur le territoire. Et donc, dans les politiques de préservation du site, dans les labellisations grands sites qui sont accompagnés du pôle mondial, la dimension du logement sera prise en considération. Donc, les indicateurs du développement ne seront pas uniquement économiques et touristiques, mais vont intégrer d'autres éléments indicateurs, comme l'aménagement, comme le transport, comme, bien sûr, l'ensemble des éléments liés à la qualité de vie. Donc, nous avons là une dynamique qui nous paraissait intéressante sur le Saint-Émilionnais, qui est, encore une fois, d'une modestie absolue. Si on prend l'impact économique, l'évaluation économique stricto sensu, en effet direct et en effet indirect, on est sur quelques centaines d'emplois. Et donc, les enjeux sont bien au-delà de la dimension purement économique. J'y reviendrai de façon plus complémentaire tout à l'heure. Sur les 2 caps, les 3 valeurs complémentaires qu'on va regarder, au-delà de la valeur économique, on va donc effectivement se poser la question de la dimension sociale et environnementale, avec un premier système de repérage qui est le site proprement dit, qui est donc 7 communes réparties sur les 2 sites, sur les 2 caps, le cap Griné et le cap Blanc-Nez, qui est en bleu, et puis le pays qui est associé autour. Cette question est tout à fait importante, à la fois du point de vue de la dynamique d'acteurs et des ressources mobilisables, du point de vue des financements. Et du point de vue des financements, notre travail a aussi pour effet de contribuer à l'évaluation
de la politique FEDER. Et pendant notre mission, il y a l'obtention d'un deuxième volet du FEDER avec quelques millions d'euros qui ne laissent pas insensibles les acteurs qui participent à la démarche que nous avons réussi à mobiliser. 50 à 80 personnes seront impliquées dans les enquêtes que nous ferons, avec notamment 2 équipes d'étudiants de l'IAE de Lille, mais aussi bien sûr des professionnels des entretiens qui permettront de mobiliser différentes catégories d'acteurs, c'est-à-dire bien sûr les élus, bien sûr les techniciens, mais aussi d'autres acteurs territoriaux, les acteurs notamment du monde associatif et des acteurs liés aux questions de l'environnement. Sur ce territoire-là, on va donc avoir une dimension tout à fait particulière, puisque l'économie, comment dire, la dynamique du grand site permet effectivement de mobiliser et d'avoir des effets sur 18 000 et quelques habitants sur 8 communes, dont 2 pour centre, mais c'est une population qui est âgée, qui est pour l'essentiel liée à l'agriculture et qui va être avec sur le site un niveau de revenus plus élevé sur l'ensemble du site, mais plus élevé que l'économie régionale, avec une dimension très forte qu'on va retrouver comme étant une problématique de qualité de vie qui est bien sûr le logement. Le site va accueillir, on va le voir, plus d'1 million de visiteurs par an, 1 100 000, 1 200 000 visiteurs, c'est-à-dire c'est extrêmement puissant comme visite, mais avec un effet secondaire qui est l'immobilier. C'est-à-dire que les maisons, l'habitat, le foncier voit le prix du logement en privé, en achat et en locatif qui s'accroît considérablement et qui pose donc un problème d'équilibre. On est aussi sur une deuxième problématique qui est tout à fait importante, et je reviens d'un mot sur le territoire. D'un côté, on a la logique de la mer du Nord qui pose le problème radical de la fragilité du site. Le niveau de fréquentation et de passage à quelques kilomètres des falaises est extrêmement puissant. Le niveau de trafic mondial, le chiffre précis, je ne l'ai pas reconsidéré, mais est extrêmement élevé, et donc le risque de fragilisation est important. La fréquentation du site, on va y revenir, pose un problème d'usage dans la fréquentation, mais surtout, nous avons l'arrière-pays qui est agricole. Et donc là, il y a à la fois une population qui est liée au site et qui a intérêt au développement du site, mais on a aussi une population agricole qui est qui n'est pas spontanément unie, homogène dans les démarches de mobilisation, puisque évidemment toutes les questions des intrants sera prise en considération pour protéger le site, et la question des intrants en agriculture, bien sûr, pose des questions aux éleveurs locaux qui doivent s'adapter à cette contradiction. Nous avons donc une dynamique qui nous paraît tout à fait intéressante. D'abord, du point de vue environnemental, écologique, on est d'abord sur la problématique des falaises, qui est extrêmement fragile, et donc il nous faut faire en sorte que l'accompagnement du développement du site fasse que le tourisme reste maîtrisé. Concrètement, en termes d'aménagement, on va avoir 2 enjeux. Le premier enjeu, c'est celle des parkings, et les fonds FEDER vont permettre de déplacer les parkings de 500 mètres à 1500 mètres, qui permet de s'éloigner de la côte et donc de protéger les deux séries de falaises. Mais évidemment, ça suppose que le travail soit fait dans des logiques d'aménagement qui soient en intervention avec la préservation de la faune. Autrement dit, la dimension paysagère est totalement prise en considération de manière intrinsèque à cette problématique du site, mais en même temps, les questions d'accessibilité au site, les questions de fréquentation du site et les questions du parking sont extrêmement déterminantes. Deuxième élément, je l'ai dit tout à l'heure, un petit peu plus rapidement que prévu, bien évidemment, on a un trafic marin qui est extrêmement élevé et qui pose le problème
à la fois de ses effets naturels, mais aussi de la présence de marchandises à risque. L'ensemble des populations de la région, l'ensemble des responsables politiques de la région, du département et de l'État mènent une politique de protection du site, de gestion du risque extrêmement précise. Et donc, il y a des systèmes d'alerte et de protection civile extrêmement développés. Pour la fréquentation proprement dite, on est donc, je dis, autour un peu plus d'1 million de visiteurs. L'enjeu, finalement, sera de faire en sorte que ce million de visiteurs, qui se traduit par une présence extrêmement forte dans les week-ends du 14 juillet et du 15 août, ne s'accroisse pas plus vite que possible. Et donc de domestiquer la fréquentation et de faire en sorte que la fréquentation du site soit la plus anti-estivale possible, c'est-à-dire valoriser le site pour le redécouvrir en période basse, pour faire en sorte que durant les mois d'hiver et d'automne, mais aussi bien sûr du printemps, où là, la problématique territoriale touristique aura été prise en considération, les gens viennent. Nous sommes aussi dans une logique, particulièrement Nord-Pas-de-Calais, Ch'ti, pour ceux qui connaissent un peu le territoire. Il ne faut pas oublier que c'est aussi un site de vacances pour les nombreux habitants de la région qui viennent dans les camping-cars d'une part, mais aussi dans les campings. La fréquentation des campings, c'est 1,5 million à 2 millions de campings qui sont des habitudes locales extrêmement fortes. Et donc là aussi, la gestion du site va dépendre de la pratique concrète des usagers. D'une certaine manière, la dimension d'usage citoyen du site va pouvoir être avancée de manière la plus modeste et équilibrée possible, pour ne pas choquer ni repousser, mais en même temps avec un souci très clair de maîtrise du fonctionnement. Le fait que les parkings soient déplacés, le fait que les entreprises d'aménagement aient des cahiers des charges extrêmement conséquents pour faire en sorte que la gestion du site soit la plus naturelle et conséquente, bien évidemment, c'est quelque chose de déterminant. Deuxième série de valeurs, c'est la dimension sociale, c'est-à-dire la manière dont les choses sont utilisées localement. Au plan touristique, on voit se mettre en place, avant la politique grand site, la politique 10 des greeters, c'est-à-dire ce sont des habitants qui s'investissent pour être des guides touristiques bénévoles pour faire découvrir le territoire. Et le territoire, ce n'est pas uniquement les falaises et la beauté des deux caps, mais c'est bien sûr toutes les vallées, tous les vallons qui sont autour. Et donc là, on a toute une série de choses qui sont faites. Et puis le fait que pour travailler à aménager le site, il y a une politique d'insertion qui émergeait de manière modeste, soit amplifiée. Nos contacts avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire ont permis aux acteurs locaux de se mobiliser sur cet aspect. Les acteurs locaux, au départ, sont des acteurs locaux marqués par la culture touristique. Et le marketing territorial des deux sites, c'est une pratique, je dirais, de commerce touristique où les gens sont là pour gérer les visiteurs. Pour gérer les visiteurs en gérant les excursionnistes et les visiteurs qui vont séjourner, les séjournants et les excursionnistes. Nous mesurerons ces éléments de manière très précise, et bien évidemment, le fait qu'on puisse favoriser l'accueil avec des populations locales qui, au-delà de la dynamique touristique de marketing accentuée par certains, et encore une fois, les politiques publiques peuvent favoriser cette pratique commerciale très forte, fait que le site, me semble-t-il, va évoluer. J'ai été regardé quand même de voir comment ces intentions ont pu être sécurisées. Aujourd'hui, effectivement, dans le nouveau dossier de concours pour la labellisation du grand site, ces éléments qui étaient, non pas minoritaires, mais en tant qui étaient donnés pour exemple d'indicateurs complémentaires, ont été repris de manière tout à fait conséquente. On est donc passé de 3, 4, 5 indicateurs à une douzaine d'indicateurs. Je reviendrai peut-être dans la discussion avec vous sur la manière dont on a pu fonctionner là-dessus. L'action environnementale, c'est aussi la gestion de sites naturels, notamment l'estuaire de la Slack, qui est
un espace protégé au niveau européen et qui, bien sûr, à la fois est une politique de site extrêmement sensible, protégée, mais qui doit bien sûr totalement intégrer la dimension de l'intégrité paysagère du site. Et là, je dirais, la carte postale renvoie complètement à la gestion des dunes. Et la gestion des dunes est un enjeu que vous maîtrisez certainement tout à fait en termes théoriques, je pense, de façon conséquente. La manière dont on va intervenir, c'est à la fois la gestion du site, mais aussi la fréquentation. Globalement, l'enjeu, c'est qu'au-delà des gestionnaires du site, au-delà de ceux qui gèrent l'accueil touristique, l'ensemble des partenaires sur lesquels je viens juste après intégrera cette dimension de responsabilisation de la gestion du site. La dimension sociale, j'en ai dit un mot avec l'insertion. On a donc effectivement quelques associations qui vont être impliquées tout à fait conséquemment et donc va nous permettre, je vous ferai passer enfin, les slides, le jeu de PowerPoint est à votre disposition. Il y a quelques sites qui sont, quelques plateformes qui sont indiquées qui vous permettront de voir combien toutes ces personnes, 90 personnes en 2011, ça n'est pas anecdotique par rapport à un site modeste en taille. On est plutôt autour de 110, 120 aujourd'hui. La dimension territoriale, là je me permets une modeste réflexion méthodologique et personnelle qui fait que les 4 valeurs sur lesquelles nous avons travaillé, l'économique, le social, l'environnemental et le territorial, sur le territorial, ça renvoie très simplement à la logique d'acteur. C'est-à-dire qu'une situation territoriale, un site territorial à gérer avec le souci de la préservation n'a de sens que si on regarde comment les acteurs, et pas uniquement les institutions territoriales d'acteurs, pas uniquement les collectivités, mais l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire à la fois les acteurs de la société civile, les associations, que ce soit les acteurs économiques, et concrètement, nous travaillons avec les grandes entreprises qui sont intervenues localement pour que dans les entreprises qui interviennent, la dimension paysagère et de protection soit parfaitement prise en compte. Ça suppose des négociations sur les cahiers des charges, mais le partenariat avec les grandes entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, est assez facile à obtenir. On ne gère pas un site local sans se préoccuper de la présence des entreprises, des grandes entreprises, mais aussi du tissu économique local, de petites et moyennes entreprises. Sur le cas du grand site, c'était encore plus compliqué parce que c'était le tissu artisanal. Et mobiliser le tissu artisanal sur des enjeux à dimension territoriale large, sur des dimensions territoriales, des dimensions écologiques, environnementales, sociales, c'est un travail d'association, de conviction. Les modalités d'accès à des marchés aident sensiblement à mobiliser les acteurs artisanaux. Mais là aussi, ça doit permettre effectivement de faire un travail où les acteurs économiques voient leur intérêt, leur propre intérêt, et l'intérêt de leur chiffre d'affaires et de leur carnet de commandes, pour faire en sorte que les choses bougent. La chose la plus importante, ça a été avec les agriculteurs. C'est-à-dire qu'effectivement, le monde de l'agriculture qui, au départ, vivait le grand site comme, je vais tenter d'éviter des propos publics toujours faciles à interpréter de manière limitée, repoussoir, c'est-à-dire c'est des contraintes. Vous voyez le mot que j'essaie d'éviter de prononcer. C'est-à-dire que les agriculteurs de considèrent que c'est des normes, qu'on va nous empêcher de travailler et de vivre avec eux-mêmes. Nous qui habitons là depuis très longtemps, nous n'avons plus le droit de ne plus... Eh bien, aujourd'hui, les agriculteurs sont tous actés dans les partenariats locaux. Et là, je pense que ça a été un des grands enjeux de la réussite de la protection du site. Encore une fois, dans le nouveau label Grand Site qui est à l'œuvre aujourd'hui sur les 2 caps, Cap-Griné, Cap-Blanay. Cap-Griné, c'est celui qui a la grande et belle falaise. Blanay, c'est le plus modeste avec la rivière de la Slack, l'estuaire de la Slack. Là, je pense qu'effectivement, on était dans une logique territoriale, c'est-à-dire multi-acteurs. Et donc, dans les partenariats, dans les accords de contractualisation de l'activité de préservation du site, de l'activité touristique, mais aussi des
financement, parce que, croyez-moi, quand on rencontre monsieur le maire, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, si on n'a pas parlé de financement, on peut continuer à parler. Mais monsieur le maire aura d'autres priorités à gérer dans son emploi du temps parce qu'il ira chercher d'autres pistes possibles de financement pour gérer le site. Et tout à l'heure, un des collègues a eu cette formule, combien doivent aller, on rentre dans un appel à projet, on rentre par une porte, le but c'est de pouvoir sortir de manière plus globale, plus interactive. C'est, je dirais, la philosophie d'interaction des indicateurs et des valeurs qui nous semble le plus intéressant. Alors, je n'ai pas le temps et plutôt le laisser à la discussion pour commenter ces essais de modélisation, mais bien évidemment, c'est l'interaction des 4 séries de valeurs environnementales, sociales, économiques et territoriales qui permettent de bâtir une grille d'évaluation en sachant que ce travail-là, nous l'avons fait avec le souci de faire en sorte que les gestionnaires des sites puissent disposer d'un guide. Anaïs m'a rappelé que le rapport était encore disponible sur le site du ministère de l'Environnement. Je ne veux pas dire que j'avais oublié, hein, mais je n'avais pas forcément conscience que ce rapport finalisé en 2011-2012, aujourd'hui, prenait une certaine... Bon, disons qu'il est durable. Le rapport est durable et ce n'est pas ce qu'il y a de pire à supporter comme caractérisation du travail auquel on a pu contribuer. Mais bien évidemment, l'enjeu, c'est les interactions. Prendre une valeur en tant que telle et la traiter en tant que telle, comme je l'ai fait de manière limitée et un peu caricaturale sur les effets directs et indirects tout à l'heure, c'est tout à fait nécessaire pour des questions de crédibilité, parce que souvent, les subventions sont liées aux emplois et à l'activité. Donc, on ne peut pas être crédible, de mon point de vue, on ne peut pas être vraiment crédible si on n'intègre pas les éléments. Mais ça ne suffit pas. Et avec les entreprises, avec les chefs d'entreprise, et dans mon travail de consultant, j'ai autant travaillé avec des grandes entreprises et notamment avec l'Institut du management d'EDF et aussi des formations. Je crois que le partenaire RTE est présent dans la salle. J'ai eu le plaisir d'accompagner plusieurs formations de responsables RTE qui découvraient la problématique territoriale. Former des ingénieurs RTE à la problématique territoriale, c'est absolument passionnant. Au départ, l'enjeu n'est pas évident, mais très vite, l'interaction des facteurs fait que là, l'intelligence se mobilise, la motivation aussi, et on a une certaine dynamique. Bien évidemment, au plan social et au plan de l'insertion, il y a un travail de communication significatif à faire. Les acteurs de l'insertion, que je connais bien par ailleurs avec l'économie sociale et solidaire et son laboratoire ESS, dont je suis partenaire assez régulièrement, c'est un travail de conviction, c'est un travail d'explication. Mais ça n'est pas uniquement pour faire du social, pour faire des bonnes œuvres. Nous avons localement des ressources qui sont mobilisables sur les questions environnementales. Je pourrais y revenir de manière plus conséquente tout à l'heure. Voilà, donc l'idée, c'est tout simplement de se dire qu'on a 4 séries de valeurs qu'on peut subdiviser en 4 x 2, donc 8, et on voit comment on peut effectivement favoriser les interactions et les retombées, qu'elles soient économiques en termes d'emploi et d'activité, qu'elles soient directement impliquantes sur la qualité de vie et les impacts sociaux, et les notions de bien-être qui ont été évoquées tout à l'heure et d'habitabilité et de capacité sont tout à fait déterminantes, mais évidemment, ça suppose de faire un travail d'évaluation qui doit convaincre tous les partenaires du dispositif. Il ne suffit pas de convaincre ceux qui sont déjà motivés et souvent convaincus. Comment aller parler de l'insertion comme étant un facteur déterminant de la réussite à un agriculteur ou un patron de PME artisanale? Ce n'est pas simple au départ. L'expérience montre quand il y a un enjeu commun, on peut voir le bout de ses actes, comme c'est le cas sur les grands sites, puisque là, il y a de la politique publique et il y a des fonds européens, et sans l'Europe, nous ne pourrions rien faire, rien. Eh bien là, je crois qu'il y a un enjeu. Sur la dimension protection paysagère, c'est vrai que à la fois c'est implicite, mais la réobjectiver de manière argumentée, factuelle, et de voir comment, si le roi Jean avait eu l'idée de dire que le paysage était aussi important que la qualité des 25 millions, cette durabilité des indicateurs était tout à fait pertinente. L'image, bien sûr, l'image territoriale, l'image du site, ça n'est pas d'abord uniquement un grand site, mais c'est un site territorial avec plusieurs périmètres
Et là, il faut discuter, négocier avec les acteurs locaux, avec les acteurs départementaux, avec les acteurs régionaux. Là aussi, c'est un travail de conviction. Plus on autonomise des catégories, plus on les mesure et on fait de l'évaluation avec des enquêtes qualitatives. Nos questionnaires ont été bâtis avec les partenaires locaux et il y avait du quanti et du quali. Et donc, on a pu effectivement factualiser un petit peu les choses, ce qui a permis. 4 séries de conclusions modestes et provisoires. D'une part, les programmes Organisation Grand Site et Pôles mondiaux sont des opérations remarquables en termes d'aménagement. La question paysagère est intimement liée à la question de l'aménagement et la question de l'aménagement ne peut pas se faire sans l'intégration de la dimension paysagère. Mais ça pose la question, et en montagne, on connaît bien ces questions, la question de la maîtrise de la fréquentation touristique. À la fois, on a besoin de skieurs, de visiteurs, de randonneurs, mais il faut pouvoir gérer sur une période. Et donc, la question de la période d'utilisation du site, de la capacité de faire des offres touristiques attractives, les contraintes liées aux difficultés, au coût de l'énergie, et peut-être favorisent le développement local, régional. C'est-à-dire que notamment sur le site du Nord-Pas-de-Calais, on a vu que c'était comme pour le Maison-Musée de Lens, la dimension de la fréquentation locale et régionale était aussi importante que celle de la venue des Hollandais, des Belges, des Allemands et des Anglais qui sont bien sûr à plus de 35% des utilisateurs du site. L'impact économique au niveau grand site proprement dit est limité, direct. L'interaction qui permet la dynamique grand site est tout à fait conséquente. Globalement, un grand site bien géré, c'est l'équivalent d'une grosse PME qui s'installe. En termes de SPL, ce n'est pas inutile, ce n'est pas marginal du tout d'avoir dans un système productif local une grosse PME. Un grand site bien géré, ça peut permettre une dynamique de cet ordre-là. La dimension sociale, je l'ai illustrée de diverses façons tout à l'heure. Je pense que c'est la pression foncière qui est la principale difficulté. Et ça n'est pas lié uniquement aux deux caps. Ce n'est pas uniquement lié à la faiblesse du logement dans le Grand Saint-Émilionnais. C'est sur tous les territoires sur lesquels nous pouvons intervenir, en France et en Europe. La question, effectivement, de l'effet de la pression foncière est tout à fait déterminante. Et donc, ça suppose aussi un travail avec les acteurs de l'immobilier. C'est un autre sujet sur lequel on ne va pas s'étaler maintenant, mais qui mérite à la fois un enjeu sur les politiques publiques, mais un enjeu aussi sur la dynamique des partenaires privés et les investisseurs qui, à une époque, les aménageurs et les investisseurs privés qui, à une époque, ne raisonnaient que rentabilité immédiate, aujourd'hui prennent en considération le fait que l'habitabilité soit maintenue. Et donc là aussi, du côté des... J'ai pu fréquenter, j'ai passé 15 à 18 mois à travailler au sein de la Caisse des dépôts. J'ai, à cette occasion, travaillé avec quelques investisseurs, et notamment sur des grands programmes. Ce n'est pas un sujet évident, ce n'est pas un sujet facile, ce n'est pas un sujet à l'ordre du jour automatique des sessions de formation à l'École nationale du paysage. Mais je peux vous dire que, comme dans les grandes entreprises dont je parlais tout à l'heure, chez les investisseurs privés, les aménageurs, chez les investisseurs privés du logement, il y a là une piste de travail tout à fait conséquente. La dimension territoriale, bien oui, tout simplement pour dire, ne résumons pas le territoire aux acteurs locaux élus. Les territoires ne sont pas la propriété des élus locaux. Les élus locaux incarnent le territoire. Les élus locaux vendent leur territoire. Les élus locaux sont en responsabilité sur leur territoire, mais autour des élus locaux, il y a d'abord la fonction publique territoriale, et sans la fonction publique territoriale, localement, on ne fait rien. Il y a les associations, il y a aussi les fédérations, les clubs d'entreprise, il y a les associations d'insertion. C'est l'ensemble de ces acteurs qu'il faut fédérer, et donc ça permet, me semble-t-il, de favoriser ce qu'on peut dénommer de manière un peu rapide un tourisme citoyen. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup, Joël. Donc, on va prendre quelques questions. Oui, Anaïs.
Merci pour cette présentation qui démontre bien avec des cas concrets l'importance des multiples valeurs du paysage qui sont à prendre en compte. Alors là, dans le cas des grands sites, mais je pense que ce que vous avez présenté, cette modélisation avec ces 4 grandes valeurs, ça peut s'appliquer aussi à d'autres questions d'aménagement du territoire. On peut imaginer à des projets d'ouvrages énergétiques, par exemple, qui viennent eux aussi interagir avec les dimensions économiques, environnementales, sociales et territoriales. Est-ce que vous voudriez revenir un petit peu sur le diaporama, l'avant-dernier, je crois. Ah, l'avant-dernier, pardon. Celui où on voit un petit peu la place du paysage, justement, dans cette... Voilà, sur la place du paysage dans cette modélisation. Comment est-ce qu'il a été pris en compte dans vos recherches et quelle est sa place et comment est-ce qu'il interagit avec les autres éléments, les autres valeurs? Si vous voulez, dans le dossier de qualification pour obtenir le label Grand Site, il y a un cahier des charges où explicitement la dimension environnementale et paysagère est prise en considération. Donc, c'est contractuel d'une certaine manière. Vous avez, pour gérer le site, l'obligation, j'ai donné l'exemple de l'ester de la Slack et celui des dunes, qui est un enjeu redoutable, puisque naturellement, les dunes disparaissent. Et d'autre part, avec la fragmentation touristique, le risque de fragilisation des dunes est encore plus fort. Donc là, il y a une contractualisation au niveau des objectifs. Chaque grand site, alors, et c'est vrai qu'on pourrait aussi le transposer, j'y viendrai peut-être tout à l'heure, sur d'autres situations territoriales, au-delà de cette approche grand site, voire touristique, il y a effectivement une dimension contractuelle. Après, je dirais d'une certaine manière, c'est comment faire en sorte que les usagers directs et indirects du site intègrent dans leur fonctionnement une dimension paysagère, c'est-à-dire apprennent à utiliser le site. Je donnais l'exemple des parkings, le fait qu'on ne se garde plus n'importe comment en dehors des parkings. Nous avons, à l'occasion du site de Cap, appris que dans les quelques années qui avaient précédé, le parking sauvage existait. Hein. D'autre part, les nouveaux parkings qui ont été réalisés, c'était des parkings sur lesquels l'entreprise, je crois que c'était Nicolas, qui a fait les nouveaux parkings, étaient des nouveaux parkings avec des revêtements en herbe, avec des revêtements innovants qui permettaient effectivement d'intégrer une qualité environnementale. La dimension paysagère, plus globalement, c'est la manière dont les acteurs touristiques mettent en valeur le site. C'est-à-dire que les vues, les sites, le fléchage de la circulation va permettre non seulement de venir voir ce qui doit être vu parce que c'était le spot, comme on dit, mais faire aussi en sorte que d'autres utilisateurs, et notamment des véliplanchistes qui viennent utiliser le site, participent à un usage, je dirais, citoyen. Voilà ce que je peux vous dire de manière modeste dans un premier temps. En pratique, dans les indicateurs, les acteurs locaux formulaient dans leur guide d'entretien les indications paysagères plus spécifiques. Oui, c'est à propos des sites du patrimoine mondial que oui. Vous avez évoqués, en particulier sur les parkings. Je pense au Mont-Saint-Michel. Vous savez sans doute que la digue a été supprimée, qu'on a fait une passerelle maintenant avec une navette électrique et que les parkings sont sur le continent, sur les polders. Le problème, c'est que l'entreprise Veolia, qui gère les parkings, fait payer les résidents du Mont-Saint-Michel pour prendre la navette. Alors, ils se sont mis en grève pendant je ne sais combien de temps, et puis ils ont obtenu gain de cause. Mais c'est quand même un problème. Et alors, la deuxième question, c'est sur ces sites du patrimoine mondial, ces deux valeurs. C'est le site Saint-Émilion qui est patrimoine mondial. Hein. Oui. Deux sites, c'est grands sites. Pardon. C'est Saint-Émilion. Il y a deux valeurs qui sont évoquées par la Convention du patrimoine mondial, l'authenticité et l'intégrité. L'authenticité, c'est très ambigu. Parce que comment authentifier la valeur de Pompéi, par exemple?
c'est très difficile. À partir de quel moment Pompéi est authentique? Est-ce que c'est avant l'éruption du Vésuve ou après? Voilà une des questions que je vous pose. L'intégrité, c'est pareil. Je vais passer la parole à Patrick Boucheron. Non, mais bien sûr, le label UNESCO est un label à problème. L'interprétation, la lecture et l'interprétation du label UNESCO est toujours un défi. Réussir à concrétiser les choses, ça veut dire effectivement d'abord de factualiser ce qui doit être préservé et de faire en sorte que ça ne soit pas uniquement sur le patrimoine visible ou touristiquement mis en valeur avec le marketing, mais sur les accès et les modalités de vie de l'ensemble de l'environnement du patrimoine. Et je pense que moi, ce que je peux vous répondre, mais encore une fois, je ne suis pas un spécialiste et c'est la première fois que je viens dans cette école, même si j'en ai beaucoup entendu parler à une époque. Je suis donc d'une modestie absolue sur ces sujets et plutôt en situation d'apprentissage aujourd'hui avec vous. Mais je pense que l'environnement d'un site, d'un patrimoine identifié, labellisé à la française, je veux dire Malraux, hein, un patrimoine labellisé Malraux, voilà, secteur sauvetage. Et donc l'environnement, j'ai vécu ça sur le Havre, si vous laissez. Et sur le Havre, on a à la fois du Perret, mais on a aussi le port. C'est-à-dire, effectivement, on peut, si on applique les consignes uniquement sur le patrimoine Perret proprement dit, alors d'abord, il faut convaincre que Perret ça a de la valeur. C'est pas toujours automatique. Mais surtout, c'est l'approche de la ville. Là, sur la ville du Havre, on a vu qu'effectivement, les accès et la manière dont cette dimension paysage a été prise en considération sur l'ensemble de la ville, là, on a des choses. Au niveau du milieu rural, c'est les questions de bretelles autoroutières. Là, je pense qu'on est sur des sujets extrêmement concrets et qui posent le problème du passage de l'autoroute et des accès autoroutiers, des bretelles. Là, on est sur des choses extrêmement concrètes. Mais on est avec de la réserve et de la modestie là-dessus. Merci beaucoup. D'autres questions? Oui. On va prendre encore 2 questions, donc la vôtre, et après on sera obligé de s'arrêter. On va faire très vite, et peut-être que ça fait le lien avec l'intervention précédente. On a abordé bien le problème grand site ou patrimoine mondial, etc. Mais les démarches qui ont été réalisées sur ces territoires, qui font quand même l'objet d'une protection et d'un travail particulier, qu'est-ce qu'ils ont comme effet sur les territoires à côté? Parce que nous, on est une fédération nationale. Donc on dit c'est très bien de protéger des territoires, je vais dire sous cloche, mais qui font l'objet de mesures de protection, et on y est favorable. Mais est-ce qu'il n'y a pas un effet, alors est-ce qu'il y a un effet d'entraînement ou d'opposition? Et quand vous avez parlé des bretelles autoroutières, si pour desservir ces territoires qui sont bien protégés, il faut à côté créer un réseau d'infrastructures, alors infrastructures routières, électriques, etc., qui vont détruire les autres territoires, qu'est-ce qu'on a gagné sur le global? Pour moi, j'ai un élément méthodologique qui s'appuie sur 20 ans d'expérience et de projet de territoire. C'est d'abord le fait de, quand on raisonne territoire, on raisonne périmètre. Avec quelques collègues, à l'époque, nous parlions de la maille territoriale. On ne peut pas raisonner sur un territoire si on n'identifie pas des périmètres associés et des territoires associés à ces périmètres. Et donc, d'une certaine manière, il faut que dans l'action publique, mais dans l'action locale participative, l'ensemble des périmètres y voit un avantage, y voit un atout. Il faut qu'il y ait, de ce point de vue, ce qui a été emblématique de réussite sur les 2 caps et le Pas-de-Calais, c'est le fait que les agriculteurs ont pu être mis dans la boucle, ce qui n'était pas évident du tout, puisqu'au départ, ce n'était pas des opposants, mais en tout cas, ça frottait sensiblement. Donc on ne peut pas discuter de la valeur territoriale sans replacer le territoire dans ses interactions. Alors, avec le niveau des flux et du travail, on ne raisonne pas uniquement sur les stocks, mais bien sûr sur les flux et sur le fait que ça renvoie, et les métropoles et les régions à leur responsabilité par rapport au territoire.
Un territoire qui marche, c'est quand une capitale régionale fait son boulot. J'ai eu souvent ces discussions à Rennes et à Brest. Un territoire, et je connais assez bien les différents territoires bretons, nord et sud, voilà, une capitale régionale qui marche, c'est un territoire, c'est une capitale régionale. L'État doit accompagner, d'autant plus que l'État, en général, quand il participe de façon réglementaire, il peut être quelque peu centralisateur, voire autoritaire. Du point de vue des financements, c'est 10%, c'est rien, c'est marginal. L'action de l'État aujourd'hui sur la gestion des territoires et de la préservation des patrimoines, c'est anecdotique. Enfin, pardon, excusez-moi. C'est limité. C'est limité. Et donc, il faut aller chercher des ressources. Et les ressources, elles sont donc bien dans l'interaction avec les ressources régionales et territoires. Deuxièmement, il y a bien sûr, je le disais, les métropoles qui doivent jouer un rôle important. Donc, la façon d'accompagner les choses, de ce point de vue, les problématiques européennes, et je pense au FEDER en particulier, sont extrêmement pertinentes. Quand vous devez favoriser un label FEDER qui permet quand même de toucher quelques dizaines de millions d'euros, s'il n'y a pas une dimension interactive entre territoire, région, métropole, vous avez un résultat qui est moins favorable. Votre évaluation sera moins favorable. Et donc là, je crois que de ce point de vue, l'Europe telle qu'on a pu la connaître jusqu'à aujourd'hui joue un rôle qui me semble très important.